C'est le genre de moment où tout bascule. L'histoire, parfois, ne prévient pas. Et là, en plein cœur du continent européen, un pays vient de frapper un coup d'une violence inouïe. Suspension immédiate de sa participation à l'espace économique commun. Du jamais vu, une onde de choc traverse Bruxelles, les bureaux s'affolent, les visages se figent. L'Europe, cette machine soi-disant bien huilée, vient d'entrer en zone de turbulence. Et cette fois, personne ne sait où cela s'arrêtera. À Strasbourg, c'est la stupeur. Des élus quittent leur siège, des téléphones chauffent dans les couloirs. Ce n'est plus une crise, c'est une fracture institutionnelle. Un groupe d'influence majeur au Parlement européen a tout simplement claqué la porte. Terminé les débats stériles, fini la façade d'unité, le vernis craque. Et sous la surface, c'est la panique. Et au milieu de ce chaos, un homme que tout le monde croyait fini refait surface, un leader exilé depuis des années, revenu de l'étranger, qui ose dire tout haut ce que tant murmure tout bas. Ces mots claquent comme des coups de canon. Il dénonce, accuse, expose les failles d'un système européen en décomposition, et soudain, tout vacille, la coalition au pouvoir chancelle. Les alliances se brisent, les compromis volent en éclats. Le pays tout entier retient son souffle, plus aucun décret ne passe, plus aucune réforme ne tient, l'État est paralysé, les institutions figées dans un blocage total, et pendant que les dirigeants s'enlisent, une question brûle toutes les lèvres. Et si c'était la fin d'une époque? Les signes sont là. Dans la rue, la colère monte. Les discours se durcissent, les slogans changent de ton. Les peuples d'Europe n'en peuvent plus d'être traités comme des sujets sans voix. Ils veulent reprendre le contrôle. Fini les élites déconnectées, les promesses creuses et les directives venues de Bruxelles. Les citoyens veulent redevenir maîtres chez eux, les sondages le confirment, un duo inattendu grimpe dans les intentions de vote. D'un côté, un mouvement ancien, mais regonflé par une énergie nouvelle. De l'autre, une force jeune, directe, brutale, sans filtre, ensemble. Ils représentent une vague de rupture, une coalition capable de balayer la majorité actuelle et de redéfinir totalement l'équilibre politique du pays. Et à Bruxelles, on tremble, parce que ce vent de rébellion, s'il souffle trop fort, pourrait bien faire tomber toute la structure. Les technocrates le savent, si un pilier comme l'Espagne s'effondre, c'est tout l'édifice européen qui risque de suivre derrière les sourires forcés des dirigeants. C'est la panique absolue. Les réunions d'urgence s'enchaînent. Les communiqués s'écrivent dans la précipitation, mais plus personne n'y croit. Pendant ce temps, dans les îles et sur les côtes, l'immigration incontrôlée sature les infrastructures. Les services publics explosent sous la pression. Alors, le ton change. Les dirigeants espagnols posent une ligne rouge. Chaque nation doit pouvoir décider, seule, de la manière dont elle gère ses frontières. Fini les dictates venus de Bruxelles. Fini la culpabilisation permanente. L'accueil, dit-on désormais, n'est plus un droit automatique, mais une responsabilité partagée. Ce discours, autrefois tabou, refait surface partout en Europe. Les peuples réclament du bon sens, de la clarté, de la fermeté. Et cette fois, même les gouvernements n'osent plus l'étouffer. Le ton change, l'équilibre bascule. Mais à Bruxelles, c'est la panique. Voir un État clé prendre ses distances, même partiellement, c'est l'effondrement du mythe européen. L'Union, rongée par ses contradictions, vacille sur ses bases. Une dynamique souverainiste s'installe et elle inquiète jusqu'au sommet de la Commission. Parce qu'ils le sentent, ce mouvement ne s'arrêtera pas à Madrid. Ce qui commence en Espagne pourrait devenir le début de la fin du projet européen tel qu'on le connaît. Et pourtant, les dirigeants continuent à parader sur la scène internationale comme si de rien n'était. Ils parlent de stabilité, de progrès, d'unité, mais derrière les discours bien calibrés, la réalité est tout autre. Budgets explosés, décisions absurdes, argent public gaspillé minute après minute. Pendant qu'ils sourient devant les caméras, les citoyens, eux, voient leur pouvoir d'achat s'effondrer. L'inflation ronge les salaires, les factures s'envolent, la colère monte. Et plus les dirigeants parlent, moins on les croit. L'Europe a voulu bâtir un empire de technocrates. Elle récolte maintenant la défiance, la révolte, le rejet. L'Espagne n'est peut-être que le premier domino, mais si ce domino tombe, alors c'est tout un continent qui va trembler. Et à mesure que les jours passent, la panique à Bruxelles se transforme en véritable déroute. Les couloirs de la Commission ressemblent à des bunkers sous tension, les visages sont fermés, les communiqués de presse désespérément creux.
On tente de sauver les apparences, mais plus personne n'est dupe. L'Union européenne est en train de se fissurer de l'intérieur. Les marchés vacillent, les diplomates improvisent donc des conférences de crise, mais la réalité est implacable. La confiance s'effondre, et quand la confiance s'effondre, tout s'écroule. Les technocrates, si prompts à donner des leçons de démocratie, découvrent soudain ce qu'ils ont toujours refusé d'admettre. Les peuples ne leur font plus confiance. Les électeurs, lassés de promesses sans lendemain, tournent le dos aux partis traditionnels. En Espagne, c'est déjà une lame de fond. Mais dans les capitales voisines, le vent se lève. Rome, Budapest, Vienne, Varsovie, Paris, partout. Les voix souverainistes gagnent du terrain, partout. Les citoyens demandent la même chose, reprendre la main, car pendant que Bruxelles multiplie les sanctions, les directives et les plans de stabilité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les dettes explosent, les prix flambent, la pauvreté s'étend, les gouvernements s'enlisent dans des réformes sans impact, pendant que les lobbies, eux, continuent de dicter la loi. Une poignée de décideurs, invisibles, contrôlent désormais ce que des millions de citoyens n'ont plus le droit de choisir. Et le pire, c'est que tout cela se fait au nom de l'Europe. Mais quelle Europe? Celle qui prétend défendre la solidarité tout en étranglant ses propres États membres. Yang, celle qui impose des quotas, des taux, des règles absurdes, pendant que les peuples crèvent sous les taxes, celle qui, au nom de la valeur commune, nie la réalité de la vie quotidienne. Cette Europe-là, figée dans sa tour d'ivoire, n'a plus rien de démocratique. Elle est devenue une machine hors de contrôle. Et c'est là que l'Espagne a osé dire non, non à la soumission, non à la servitude économique, non à la confiscation de sa souveraineté. Ce geste, aussi symbolique qu'il soit, agit comme un séisme politique, parce que désormais, d'autres pays pourraient suivre, et à Bruxelles, on le sait, une fois qu'un État franchit la ligne rouge, le précédent devient un appel à la rébellion. En France, les signes sont déjà visibles. Les sondages montrent un effondrement du pouvoir en place. Les partis dits modérés ne convainquent ni plus personne. Les citoyens veulent des actes, pas des conférences, des décisions, pas des slogans. Les mêmes fractures sociales, économiques et culturelles que celles de l'Espagne s'étendent ici, lentement mais sûrement. La colère couve. Et ceux qui feignent de ne pas la voir jouent avec le feu. Dans les rues, la défiance est palpable. Les manifestations ne sont plus sporadiques, elles deviennent structurelles. On ne manifeste plus seulement contre une loi, mais contre un système. Et ce système, c'est celui d'une élite persuadée de pouvoir gouverner sans rendre de compte, une élite qui dépense des millions pour des campagnes d'image pendant que les foyers comptent chaque centime, une élite qui parle de transition, de résilience, mais qui vit coupée du réel. Le fossé entre le sommet et la base n'a jamais été aussi profond. Et plus le pouvoir s'accroche, plus il creuse sa propre tombe, parce qu'à force de mépriser le peuple, on finit toujours par le réveiller. Ce réveil, il est en marche. L'Espagne en a donné le signal, mais la secousse se propage. De Lisbonne à Prague, les mouvements populaires se structurent, s'organisent, se parlent. Le mot d'ordre est simple, retrouver le contrôle. Pas contre l'Europe, mais contre la dérive de cette Europe-là. Une Europe de bureaucrates, sans âme, sans visage, sans racines. Et pendant que les dirigeants s'accrochent à leur fauteuil, les peuples, eux, écrivent une autre histoire, l'histoire d'une Europe des nations, des peuples libres, des frontières assumées, une Europe qui ne veut plus subir, mais choisir, car le vrai danger, ce n'est pas le départ d'un pays, c'est l'immobilisme d'une union qui s'enfonce dans le déni, dans les couloirs de Bruxelles. On parle de crise passagère, mais personne n'y croit vraiment. Les diplomates savent que la rupture est profonde, irréversible, et que derrière les beaux discours, la peur grandit. Peur de l'effet domino, peur que ce qui vient de se passer en Espagne ne soit que le début d'une réaction en chaîne, une onde de choc politique prête à tout balayer. Les peuples européens, longtemps muselés, redécouvrent leur voix, ils exigent d'être écoutés, représentés, respectés. Ils ne veulent plus de dirigeants qui se prosternent devant Bruxelles. Ils veulent des dirigeants qui se battent pour eux, pas contre eux. Et c'est ce changement brutal, profond, irréversible, qui terrifie les institutions européennes. Ce n'est plus un murmure, c'est un cri, celui d'une génération qui refuse de disparaître sous la bureaucratie, celui d'un continent qui veut renaître. Et si aujourd'hui, tout commence en Espagne, alors demain, tout pourrait se jouer ici, en France.
Parce qu'à force de mépriser la colère du peuple, on finit par déclencher sa tempête. Et cette tempête, personne à Bruxelles n'y est préparé.